Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo de réponse à vos questions, qui sont nombreuses. Donc j'en ai sélectionné trois en l'occurrence, trois qui méritent quand même un développement assez important. Les autres réponses aux questions viendront dans une autre vidéo et je les ai notées, je ne les oublie pas. La première question est celle d'Arnaud Blumereau, question posée à la suite de la vidéo sur le salafisme. La question est la suivante: la justice française est-elle laxiste comparée à d'autres pays? Question trop difficile, en fait, ça demande tellement d'éléments de réponse, de statistiques, et ça dépend de la définition du laxisme. Euh, alors, je vais essayer de répondre tout de même sur plusieurs points. Est-ce que le laxisme, c'est le fait que les sanctions ne soient pas assez lourdes? Déjà, ça voudrait dire qu'effectivement, la France est laxiste par rapport à des pays qui appliquent la peine de mort, par exemple. Mais d'une manière générale, limitons-nous à la prison, l'incarcération. En Europe, la France a quand même, alors il y a 2 ou 3 pays, mais je n'ai pas les statistiques exactes, mais pour les grands pays occidentaux, les grands pays européens par contre, pas occidentaux, excusez-moi, je mets les États-Unis à part, la France a le record du nombre de personnes détenues par habitant. Nous avons plus de détenus qu'en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie ou en Espagne. Donc du coup, sous cet aspect-là uniquement, hein, difficile de dire que la France est laxiste. On incarcère plus que nos voisins. Mais effectivement, on incarcère beaucoup moins qu'aux USA, par exemple. Ce n'est pas un critère suffisant. Pour parler de laxisme, il faudrait avoir un ratio entre le nombre d'infractions commises dans un pays et les sanctions. Or, on constate une chose, c'est que en Allemagne, en Grande-Bretagne, il y a beaucoup moins d'infractions commises. Je prends que celle-là parce que je n'ai pas des chiffres très clairs pour l'Italie ou l'Espagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on commet plus d'infractions que dans les pays que je viens de citer. Bon, du coup, on a plus de détenus, mais comme on commet plus d'infractions à la base, ce ratio fait que, grosso modo, on pourrait nous considérer comme laxistes, puisqu'on fait ce qu'on peut, on remplit les prisons à fond, sauf quand on a le Covid-19 où on libère, mais à part cet épiphénomène, on a toujours une surpopulation carcérale. On va au maximum de nos capacités judiciaires d'incarcération, c'est ça que ça veut dire. La vraie question à se poser, c'est pas si la justice est laxiste, c'est pourquoi les Français commettent autant d'infractions pénales. C'est une petite question comme ça, là, en passant, mais ça serait bon d'avoir une réponse qui serait, elle, sociologique et qui dépasse largement mes capacités de magistrat. C'est la première façon de répondre à la question. Le deuxième, c'est que le laxisme pourrait venir d'un juridisme pointilleux excessif, hein. C'est le fait que, grosso modo, les juges demandent vraiment une procédure béton, et des éléments de preuve béton, un respect pointilleux de la procédure, à la moindre erreur de procédure, ils foutent dehors, etc. Et ça aussi, ça pourrait être une justice laxiste, dans le sens où on en demande trop aux policiers, au système lui-même, pour pouvoir arriver à la condamnation de quelqu'un qui pourtant, manifestement, serait coupable. Bon, là, sur ce plan-là, clairement, c'est pas le cas de la France. Les systèmes juridiques les plus pointilleux, c'est les systèmes anglo-saxons. Très, très nettement. Il faut avoir bossé avec des Américains, des Anglais, des Canadiens, les Canadiens, pour voir un tout petit peu le degré d'exigence qu'ils ont. Déjà dans ces pays, pour arrêter quelqu'un simplement, le mettre en garde à vue, hein, pour prendre le terme, il faut un mandat d'un juge, il faut vraiment des éléments concrets très très forts, alors qu'en France, n'importe qui peut être mis en garde à vue, hein. Clairement, une bague qui passe, etc. Donc on libère après. Et c'est ça le problème de la France finalement, c'est qu'il y a un discours sur le laxisme des juges qui consiste à dire: nous, policiers, je parle de Saint-Arts, syndicat de policiers, mais ça a été repris par les hommes politiques, hein, qui ont fait un peu de populisme, hein. Les policiers arrêtent et les juges libèrent. Ça me fait vraiment doucement rigoler. La vérité, c'est que les policiers arrêtent parfois dans des conditions un peu invraisemblables, avec des procédures qui ne tiennent pas, et que les parquets sont obligés de mettre dehors. Voilà. On a inversé un peu le problème en France, hein. Il y a des pays où on arrête que s'il y a vraiment plein d'éléments et avec le mandat d'un juge. En France, c'est un peu l'inverse. Le résultat des courses, effectivement, on peut paraître comme laxiste parce que les policiers qui ont arrêté des gens, eh ben, on leur met dehors parce qu'il n'y a pas d'éléments ou que la procédure n'a pas été régulière. C'est une réalité. Et donc, ça donne ce sentiment et ce discours qui est un peu facile de
police qui fait son boulot et les juges, évidemment laxistes, qui s'amusent à libérer les criminels. La deuxième question à laquelle je voulais répondre est une question d'Auguste. Il a posé cette question dans la vidéo sur Salafisme, et c'est sur la dégradation des relations magistrat-avocat. C'est une question qui m'intéresse au quotidien. Personnellement, j'ai pas beaucoup de problèmes avec les avocats, mais c'est un constat que je partage. Les relations globalement se dégradent. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Bon, je ne vais pas faire mon ancien, mais j'ai quand même commencé en 1989. Et le dialogue s'est pourri petit à petit. Et j'ai essayé de réfléchir à pourquoi. D'abord, on nous a accumulé des textes de procédure pénale, tout est devenu écrit, et donc, grosso modo, tout se fait par écrit au lieu d'une bonne discussion. En matière pénale, les demandes d'actes des avocats. Avant, l'avocat venait dans le bureau du juge, discutait, j'aimerais que vous entendiez tel témoin, etc. Ça se faisait naturellement. Et puis après, on a créé la demande d'actes, donc c'est une demande formelle par écrit, puis le juge peut refuser, etc. Donc en fait, c'est un papier qui vous arrive, et sans discussion sur le bien fondé, ben, on répond oui ou non. Ça empêche une discussion franche. La deuxième chose, c'est l'accès au bureau des juges. La plupart des tribunaux sont de plus en plus sécurisés, il faut des badges d'accès. Donc grosso modo, il faut que l'avocat prenne rendez-vous avec le juge pour pouvoir accéder à son bureau. Moi, j'ai toujours connu un accès libre. Alors si je suis occupé à l'interrogatoire, il y a marqué interrogatoire quand j'étais juge d'instruction, mais si je ne suis pas occupé, bah, l'avocat se présentait, il sonnait, il demandait à l'agresseur s'il pouvait me parler, et on discutait. J'ai connu ça pendant toute ma carrière. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile, on est dans une espèce de corps retranché. Alors il suffit de voir le nouveau tribunal de Paris, hein, il faut des badges à tous les étages, pour tous les bureaux, plus personne ne peut voir personne sans passer par 20 000 formalités, rendez-vous diverses. Troisième raison, la fermeture des lieux de convivialité. Ça peut paraître complètement absurde, mais très important. Quand à Paris, la cafétéria du Palais a fermé, le bar où grosso modo on allait manger une salade et boire un coup de rouge, où il y avait les avocats comme les juges et ça discutait librement, quand ça a fermé, ben, chacun s'est retrouvé un peu, voilà. Et dans pas mal de tribunaux, ça a été le cas. Donc il y a cette voilà, distanciation physique, pas sociale, ce qui ne veut strictement rien dire, mais physique. Mais là, elle est sociale en plus, pour le coup. La deuxième chose, c'est que la justice est en crise. Alors ça fait pas mal d'années qu'elle est en crise, mais au bout d'un moment, ça a des effets pervers. Quand ça va mal, eh ben, il y a une tentation de se replier sur soi-même, de corporatif, chacun dans son coin, on se regarde en chien de faïence. La médiocrité des moyens de la justice a fini par taper sur le système des juges. C'est-à-dire qu'à force de ne pas avoir de moyens de fonctionner, on a eu l'impression d'être une espèce d'infériorité en position de défense par rapport aux grands cabinets d'avocats qui, eux, avaient des moyens, qui sont spécialisés, qui bossent pour des entreprises, des lobbies, des trucs, etc. Et donc, le juge qui est là, dans les affaires économiques, financières, etc., qui a ses faibles moyens et sa greffière ou son greffier en tout et pour tout, et sa photocopieuse qui marche mal, a fait une espèce de sentiment d'infériorité qui va compenser par une certaine rigueur, hein, une certaine voilà, manque d'amabilité vis-à-vis de ces avocats-là. De l'autre côté, les avocats, il y a des choses très différentes. Il y a d'abord les avocats qui galèrent. Les avocats paupérisés, c'est de plus en plus nombreux. C'est-à-dire, comme ils sont 20 000 à Paris maintenant, il y en a plein qui ne gagnent pas bien leur vie, qui sont collaborateurs dans les grands cabinets, qui galèrent, et qui, du coup, ont l'impression que les magistrats ne comprennent pas leurs difficultés. Notamment, ils passent une journée à passer d'un tribunal à l'autre. Ils doivent aller à Bobigny, en région parisienne, puis après ils vont aller à Pontoise, puis après ils vont aller à Paris, puis après ils vont aller à Versailles, donc ils sont dans les embouteillages, etc. Ils arrivent avec 10 minutes de retard, leur affaire a été renvoyée. Une incompréhension de la difficulté du boulot d'avocat au quotidien. De l'autre côté, il y a les avocats de rupture. Alors, généralement, dans les grands avocats pénalistes, hein, c'est au contraire ceux qui ont une stature importante et qui essayent de renverser le rapport de force. Parce que le pouvoir, c'est des juges, malgré tout. Le pouvoir leur est donné par la loi, la Constitution, c'est eux qui rendent la justice. Ils ont un rapport de force, hein, notamment, j'allais dire, voilà, l'avocat est censé être déférent vis-à-vis du juge, c'est un peu l'image qu'on a. Et puis il y a eu toute une série d'avocats qui sont arrivés, qui ont rentré dans l'art, au contraire, qui ont essayé de renverser le rapport de force, de faire en sorte que les juges aient peur d'eux.
Ben, ça, c'est les grands cabinets. Bon, évidemment, on parle souvent de Dupond-Moretti, etc. Mais enfin, c'est les grands avocats qui arrivent et qui font ce qu'on appelle des plaidoiries de rupture. Ils rentrent dans l'art, le système leur plaît pas. Bon, il n'y a pas de raison là que je ne suis pas le larbin. J'ai mon rôle qui est aussi important que celui de juge. Et puis voilà. Et donc je rentre dedans. Et du coup, les juges ont été un peu terrorisés par ces avocats de rupture, ces grands avocats qui leur rentrent dedans, qui leur font plein d'exceptions de procédure, qui essayent par tous les moyens de faire libérer leurs clients, qui jouent pas le jeu en fait. C'est ça les avocats de rupture. C'est ceux qui jouent pas le jeu du système, qui sont pas là d'un côté un peu mièvre où je me laisse faire et je suis au second plan. Donc ça aussi, ça a créé des tensions importantes. Donc on a effectivement, avec toutes ces raisons-là, sans doute d'autres auxquelles je n'ai pas pensé, une dégradation des relations. Le remède, il est clair, mais les magistrats n'en veulent pas. Je ne sais pas si les avocats en veulent. Chez nous, on n'en veut pas en tout cas. Moi, j'en veux. Désolé. Parfois, dans les vidéos, je peux me mettre des policiers à dos, ou parfois des magistrats, ou parfois, ben là, ça va être peut-être des collègues magistrats. Je pense qu'il faut faire une formation commune, très clairement. L'histoire de l'École nationale de la magistrature, là, la petite corporation qui vit renfermée sur elle-même, etc. Bon, on pourrait très bien avoir une formation juridique commune après la fac. Hein, on rentre dans une même école, un noyau commun, et puis après, avec un système on peut peaufiner. Certains iront dans la magistrature, d'autres seront avocats. On peut même imaginer, à l'anglo-saxonne, qu'avant d'être juge, on doit nécessairement être avocat pendant quelques années. Ça ne me paraît pas choquant du tout. La fonction d'avocat, c'est être au quotidien en contact avec le justiciable, mais de façon plus directe. Alors certes, c'est un client, effectivement. Il y a le rapport de client qui est difficile, mais vous imaginez, justement, ça permet d'apprendre complètement ce qu'est la souffrance ou au contraire la perversité de certains clients et selon la matière qu'on traite. Le magistrat est quand même plus à l'abri, qu'on le veuille ou non. Il est derrière, là, il juge, il n'a pas le contact direct, il n'est pas là, il n'a pas besoin de se faire payer par le gars en face. Donc je pense qu'on apprendrait beaucoup de choses si on commençait par 4-5 ans comme avocat, avant de pouvoir postuler à une fonction de juge. Et encore une fois, c'est sans doute une opinion très minoritaire dans la magistrature, mais je pense qu'avec l'expérience maintenant, puisque j'ai quand même pas mal d'années, je pense que ça ferait beaucoup de bien. Enfin, je voulais répondre à Manu. Manu intervient souvent, il envoie des messages. Il n'est pas toujours d'accord avec moi, notamment quand j'ai parlé du fait qu'en Amérique, si on était noir et pauvre, on était carrément foutu par rapport au système judiciaire. Il n'est pas trop d'accord sur ma vision, peut-être moins sévère que lui, du terrorisme en général et des terroristes en particulier. Et il a posé une question sur la suppression de la peine de mort, qu'il regrette en France, et sur le fait que la perpétuité véritable n'existe pas. Bon, ce n'est pas vraiment une question, c'est plus un constat, mais je trouve intéressant les interventions de Manu parce que je ne suis pas du tout à dire j'ai raison, il faut, voilà, le laxisme, ceci, cela, c'est pas la question, mais je vais lui répondre sur ces deux aspects. Après, bah, il sera d'accord avec moi ou pas, mais enfin, c'est un peu le jeu de la chaîne YouTube. D'abord, sur la suppression de la peine de mort. Moi, je ne vais pas partir dans des grands discours, hein, c'est moral, pas moral, il ne faut pas leur faire ce qu'ils ont fait, c'est pas du tout ça. Je voulais simplement lui parler de mon expérience de juge. Je suis, j'étais et je serai toujours pour la suppression de la peine de mort. Pour une simple raison, c'est que j'ai une peur de l'erreur judiciaire. Alors, c'est la seule raison pour moi. C'est pas que je serais triste de voir certains Olébrius tranchés en deux, c'est pas du tout ça. Mais l'erreur judiciaire est une réalité. Je sais l'argument qu'on va, peut-être Manu ou d'autres vont rétorquer. Oui, mais quand on est vraiment sûr, alors là, oui. Ça veut dire quoi être vraiment sûr? Enfin, toutes les personnes qui ont été condamnées à mort, quel que soit le pays, j'espère qu'on était vraiment sûr qu'ils étaient coupables, parce que sinon c'est complètement aberrant. Donc par définition, quand quelqu'un est condamné à mort dans le passé en France ou dans d'autres pays qui pratiquent la peine de mort aujourd'hui, c'est parce qu'on est vraiment sûr. Hein. Sauf qu'il y a des erreurs judiciaires quand même. Donc ça pose un problème. Et
Le deuxième argument va être de dire, oui, alors effectivement, la peine de mort, quand même, c'est irréversible, donc il faut qu'on soit vraiment, vraiment sûr, donc il faut qu'il y ait l'unanimité, c'est-à-dire tous les jurés et juges soient d'accord, unanimité sur la peine de mort. Oui, très bien, c'est exactement ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Il faut que les 12 jurés soient d'accord, unanimité. Bon. Sauf que au Texas, qui est le pays qui est l'État qui pratique le plus la peine de mort, une commission a été créée il y a quelques années. Grâce au progrès de l'ADN, on a donc repris les dossiers des gens qui étaient dans le couloir de la mort, parfois depuis 10, 15, 20 ans. On les a repris et le taux d'erreur judiciaire a été phénoménal. On s'est rendu compte que ces gens condamnés à mort avec unanimité, 12 jurés sur 12, disant il est coupable, s'étaient trompés très souvent. Être contre la peine de mort n'est pas une réponse suffisante, et c'est la deuxième partie de la question de Manu. Il n'y aurait pas de véritable perpétuité en France. Alors, là aussi, je vais mettre un bémol. Pas plus qu'en Europe, en France, les gens n'ont vocation effectivement à rester toute leur vie en prison. On a plutôt une compréhension, un système qui envisage voilà, une remise en liberté, non pas un système d'élimination comme aux États-Unis. Il n'empêche que ces dernières années, les textes se sont multipliés et ont de plus en plus prévu des peines de sûreté. Donc c'est une partie incompressible de la peine. Alors des 18 ans traditionnels, c'est passé à 22 ans. Maintenant, les cours d'assises peuvent, dans beaucoup de cas, prononcer des peines de sûreté de 30 ans, c'est-à-dire 30 ans pendant lesquels il n'y a aucun aménagement de peine possible. Et puis, pour répondre à Manu très concrètement et très, très juridiquement, oui, il est prévu dans le code pénal aujourd'hui une perpétuité réelle. Ce sont les articles 221-3 et 221-4 du code pénal, et en matière de terrorisme, l'article 421-7 du code pénal. Pour certaines infractions, donc les crimes terroristes, et en droit commun, les meurtres et assassinats sur mineurs de 15 ans accompagnés soit d'un viol, soit d'actes de torture et de barbarie, les meurtres en bande organisée sur des magistrats, gendarmes, fonctionnaires, enfin toute personne dans l'exercice de ses fonctions dépositaires d'autorité publique, ou les assassinats, c'est-à-dire sur magistrats, pareil, policiers, gendarmes, etc. Dans ces cas-là, la cour d'assises peut décider qu'aucun aménagement de peine ne sera possible, ni libération conditionnelle, ni fractionnement de peine, ni semi-liberté, rien du tout. Donc ça s'appelle la perpétuité réelle. Alors évidemment, il faut que la cour d'assises, par une décision spécialement motivée, le décide précisément. Et la cour d'assises, ce sont 3 magistrats professionnels et des jurés populaires. Alors si c'est très rarement prononcé, et c'est vrai que c'est très rarement prononcé, je suis d'accord avec Manu là-dessus, dans ces crimes vraiment très importants, la loi le permet. Et il y a autre chose, c'est que même dans les autres crimes, et même avant que ces lois n'existent, les gens condamnés à perpétuité ne sortaient pas nécessairement, n'avaient pas nécessairement de libération conditionnelle. Il y a eu des détenus qui sont morts en prison, et il y a des détenus aujourd'hui qui sont en prison depuis 40 ans. Je prends un exemple d'un terroriste célèbre, Georges Ibrahim Abdallah, qui est en prison depuis 1984 pour des assassinats. Il est toujours en prison. On l'a mis en prison en 1984. Il a fait plein de demandes de libération conditionnelle, ils ont toujours été refusées parce que le dossier n'était pas assez solide. Je ne pense pas qu'on voit un jour sortir Fourniret de prison, par exemple. Donc voilà, alors on peut toujours estimer qu'on n'est pas assez répressif, qu'on n'est pas assez actif, mais en Europe, on a l'arsenal législatif vraiment le plus élaboré, au contraire, le plus répressif. Il n'est peut-être pas assez utilisé, mais ça c'est le jeu des jurés populaires. Entre parenthèses, quand on juge pour la première fois qu'on est juré d'assises, on peut être un peu frileux à mettre des peines aussi lourdes. Et puis il faut aussi reconnaître une chose, c'est que dire à un être humain qu'il va être en prison à perpétuité sans aucun espoir, c'est aussi dangereux. C'est dangereux pour l'administration pénitentiaire. Ça en fait une bête fauve qui n'a aucun espoir, rien à attendre. Et ça, c'est dangereux. Donc on essaye toujours d'avoir une petite carotte pour que quand même il puisse espérer quelque chose de l'avenir.
pour éviter justement, par exemple, des actes de violence contre des détenus des personnels d'administration pénitentiaire. Donc c'est un sujet qui est très complexe, mais il n'y a rien de caricatural là-dedans et c'est pas vrai que, les gens sortent comme ça, quel que soit le crime commis, on dit tout et n'importe quoi sur le sujet. Je conclus donc cette, 2e foire aux questions. Il y aura, comme je vous l'ai dit, des vidéos de réponses à d'autres questions et puis, évidemment, j'attends vos questions suite à la réponse à vos questions, pour que ça soit vraiment très interactif. Aucun sujet n'est tabou, évidemment, je n'aspire pas à mettre tout le monde d'accord et les sujets de justice sont très polémiques d'une manière générale. Simplement, ce que je voudrais, c'est que chacun accepte peut avoir une vision qui est un peu tronquée, un peu stéréotypée, de ces phénomènes-là, du laxisme, de la police, de la justice, de la criminalité, de la politique, de la politisation, et cetera. C'est en fait jamais aussi simple, on est en prise avec, la société, tous les problèmes sociaux, les magistrats sont des êtres humains, ils ont effectivement, des qualités diverses, des opinions politiques également, et tout ça crée quelque chose qui est finalement une justice humaine. Euh, on peut vouloir aller vers plus de répression, moins de répression, ce sont des choix politiques, et ça, il y a des bulletins de vote pour s'exprimer et vouloir des lois dans un sens ou dans un autre, mais reprochons pas aux juges d'appliquer simplement les lois telles qu'elles sont votées.